Une image à rebours de l'image d'Épinal traditionnellement associée à la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Le drapeau est bien là, reconnaissable entre tous avec sa croix, mais les barbelés, les soldats en uniforme, et ce que l'on distingue au loin, une file étirée d'hommes et de femmes comme en arrêt, qui sont-ils? Qu'attendent-ils? Un titre d'ouvrage qui contribue à épaissir le mystère. Un dilemme suisse? Que s'est-il donc passé à Boncourt? Mais d'abord, où est Boncourt sur la carte? À la frontière. Ce serait un commencement d'explication. Au dos de l'ouvrage, voici ce qu'on découvre. À l'été 1942, la borne 239 de Boncourt, à la frontière entre la France et la Suisse, devient pour les autorités fédérales la porte du refoulement des indésirables. Le mot est entre guillemets, notamment des Juifs fuyant la barbarie nazie. Une poignée d'habitants de ce village, n'écoutant que leur conscience, facilite leur passage clandestin. Il est temps d'en savoir plus, d'apprendre ce qui s'est passé à Boncourt. Ainsi que le montre cette carte, ce morceau de territoire est cadré principalement sur sa partie nord par des bornes taillées, numérotées, solidement implantées dans la terre et souvent aussi sculptées. Nous avons là 262, 253, 239, au total presque une vingtaine de bornes sur une distance d'à peine 3 km. Que sait-on de plus sur ces morceaux de pierre? Certaines donc sont sculptées, certaines nous font remonter loin dans le temps, jusqu'à l'extrême fin du XIVe siècle, mais il y a aussi des bornes bien plus récentes, comme celle-ci. Et puis, sur cette carte, tout autour, on voit aussi les lieux où se sont passés des événements parfois décisifs pour la vie de certains. Chez Bourquenay, chez les Burrus, chez les Jureaux, chez les Quins. Bon, un peu de patience, nous allons bientôt faire un peu plus connaissance. J'ai quitté mon domicile en compagnie de ma femme et de mes 2 enfants le 2 octobre 1942. L'un des 2 enfants dont il est ici question se prénomme Jacques. Nous n'avons pas de photo de Jacques. Toujours est-il que c'est par ces mots que Max commence sa déposition auprès de Xavier Jobin, gendarme d'armée qui l'interroge au poste de Porrentruy. Le nom de Max est Edeman Joosten. On le voit ici avec Betsy, sa femme, et leur fille, Sandra. Max est directeur d'une fabrique de tissus à Almelo, une commune située dans l'est des Pays-Bas, non loin de la frontière allemande. C'est à 735 km de Boncourt. Il va donc falloir parcourir cette distance sans garantie d'y trouver sécurité. 735 km, en pleine guerre. Max poursuit. Nous avons utilisé plusieurs moyens de locomotion lors de notre fuite. Nous sommes allés d'Anvers à Nancy. Et il a fallu payer, beaucoup payer. 10 jours plus tard, il passe de nuit la frontière pour se retrouver à Boncourt, à la ferme des Quins. Nous l'avons vu sur la carte, c'est la borne 246. Pour les réfugiés juifs, la ferme des Quins est l'une des meilleures filières clandestines pour parvenir en Suisse. Nous reparlerons un peu plus loin de cette adresse en évoquant la figure exceptionnelle d'Yvonne Quin. Monsieur le conseiller fédéral, j'estime qu'il est de mon devoir de vous faire part de la profonde émotion et de l'indignation causée dans la population de notre pays par les mesures de police draconiennes qui ont été prises pour refouler par-delà notre frontière les malheureux réfugiés qui fuient leur pays. La tendance à considérer les gens comme du bétail, même plus, comme des bêtes malfaisantes qu'il faut anéantir, ne doit pas s'introduire chez nous. C'est par ce courrier très ferme que le maire de Porrentruy
et conseiller national Paul Bilieu réagit fin août 1942 au refoulement par un douanier suisse de la famille juive Sonnabend, expulsée par le poste frontière de Boncourt, puis déportée et tuée à Auschwitz. Le Jura a connu plusieurs vagues de réfugiés. La première en 1940, au moment de la débâcle française, la seconde dès janvier 1942, du fait de la politique de la solution finale, visant à l'extermination de tous les juifs d'Europe, du bébé au vieillard. Bien après la guerre, les enfants Sonnabend vont porter plainte contre la Confédération. En 1997, invoquant la loi sur la responsabilité, Charles Sonnabend porte plainte auprès du Conseil fédéral et réclame à la Confédération une indemnité pour tort moral. Sa sœur, Sabine, présente une demande dans le même sens en 1999. Au mois de mai 2000, au terme d'une interminable bataille juridique, les enfants Sonnabend retireront leur plainte contre la Suisse, la Confédération leur versant 200 000 francs pour les frais que la procédure leur a occasionnés. Peu avant, les Sonnabend avaient rencontré le douanier responsable de l'expulsion de leurs parents. L'homme avait alors 92 ans. Il refusait toujours de reconnaître avoir eu tort et justifiait la politique suisse de l'époque. Affaire de conscience. À chacune et chacun de dialoguer avec la sienne. On fait un saut dans le temps. On est à 1 an de la fin de la guerre. Dans des circonstances sur lesquelles nous reviendrons, quelques enfants vont avoir l'extraordinaire privilège, si l'on peut dire, de manger normalement. Qu'est-ce que ça peut bien être que de manger normalement? En septembre 1944, les Alliés ayant débarqué, les chaînes d'approvisionnement sont interrompues. Les enfants de la région de Belfort et de Franche-Comté, comme leurs familles, sont affamés. Les enfants français sont donc envoyés seuls par leurs parents en Suisse. Ils passent la frontière. Des familles boncourtoises vont se démener pour nourrir ces enfants, malgré que le rationnement touche aussi la Suisse. Il s'agit là du journal de Neuchâtel, donc en territoire protégé, puisque neutre. Il est donc facile d'imaginer ce que, juste là, de l'autre côté de la frontière, manger quotidiennement veut dire. Alors, revenons à notre image, un beau jour de 1944, imaginez un peu des fruits, un goût de sucre dans la bouche, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Voici donc l'une de ces familles boncourtoises qui ont fait le boulot. Entendez par là qui ont ouvert aux réfugiés, aidés, accueillis. Ils sont là, posants en 1946, ils ont le sourire, normal, la guerre est finie, mais c'est aussi peut-être le sourire de ceux qui ont fait ce qu'il fallait, quand il le fallait. Des gens ordinaires cependant, comme nous tous, comme vous, comme moi. Des histoires, ils en ont eu à foison. Prenez Jeannette, au premier rang, à gauche. Un beau jour, elle part retourner la luzerne qui a été fauchée quelques jours auparavant. Soudain, que voit-elle? Un soldat qui surgit de n'importe où, l'attrape et la force à le suivre jusqu'à la commandanture. Mais la guerre a changé de visage depuis le débarquement allié sur les plages de Normandie. Les Allemands ont perdu de leur superbe, ils sont nerveux. Une arrestation peut très mal finir. Une fraction de seconde, le doigt sur la gâchette peut commettre l'irréparable. Mais Jeannette ne se laisse pas faire. Obstinée et têtue comme une bourrique, rien ne la fera démordre de son bon droit. Qu'y a-t-il d'écrit sur le papier qu'elle tend à l'officier? Laissez passer. Un laisser-passer, ça veut dire qu'il faut laisser passer. Et elle va passer. Têtue comme une bourrique. Quant à cette photo de famille,
Elle provient d'un fond dont il faudra reparler. On revient à l'ouvrage de Philippe Turel, initié par la Fondation Novandie, Boncourt, un dilemme suisse. Un jour d'août 1942, Louis Juraud conduit à la ferme familiale un groupe de réfugiés juifs complètement épuisés, les vêtements déchirés. La famille Juraud se mobilise pour les secourir. La fille de Louis, Marie, relate l'événement dans son journal. Un matin sont arrivés par les champs 23 juifs en provenance de Belgique et de Hollande. Il y avait des couples, des enfants, une dizaine de 10 ou 12 ans et des personnes âgées. Ils étaient épuisés. Tout le monde s'est mobilisé pour leur donner à manger. Je me souviens d'une belle jeune femme en train de promener une petite fille de 2 ans dans la cour devant la grange. La petite ne s'arrêtait pas de pleurer. Je me suis approché. Lorsque j'ai demandé à la maman si l'enfant pleurait depuis longtemps, elle m'a répondu « Voilà 3 jours qu'on l'endort avec des somnifères. Dès qu'elle se réveille, elle pleure. » Elle m'a raconté qu'elle marchait depuis des jours, depuis qu'ils avaient quitté la Belgique. À ce moment, leur petite fille, Roselyne, 5 ans, arrive. Elle s'approche de la petite en larmes et lui dit « Tiens, pleure plus, je te donne ma Colette. » Colette, c'est une belle petite poupée en celluloïd qu'elle a reçue à Noël. La petite s'arrête de pleurer. Elle regarde la poupée et la prend dans ses bras. Et quelques minutes plus tard, Roselyne revient en tenant une petite valise rouge. « Tiens, je t'ai apporté les habits pour Colette. » La petite fille est rayonnante. La maman, elle s'effondre à genoux devant la grange, en larmes. Une autre famille boncourtoise, les Quint, eux aussi, ils ont fait ce qu'il fallait, et parfois un peu plus. Conscients du danger, mais déterminés dans leur mission. Dans l'ouvrage Le dilemme suisse, Philippe Turel leur consacre un chapitre pourvu d'un titre pas banal, « Des humanitaires espions chevronnés ». Et les espions sont aussi épiciers. Ils ne sont pas les seuls. La fonction ferme-épicerie est courante, alors il y en a 7 à Boncourt. Avec les restrictions imposées par les Allemands, se ravitailler est devenu un problème quotidien. La ferme des Quint, à tout juste 50 mètres de la frontière, est idéalement placée. Encore faut-il ne pas se faire prendre. Les douaniers suisses avouent leur impuissance. Des colis passent chaque jour sans qu'ils parviennent à les détecter. D'autre part, tout laisse supposer que de nombreuses lettres franchissent la frontière en même temps que les colis. Pour certains douaniers, aucun doute, les circonstances sont favorables pour pratiquer l'espionnage contre le pays. Maintenant, faisons un peu plus connaissance avec un membre de la famille Quint, Yvonne. Selon Yvonne Quint, si durant la guerre elle a aidé des gens, c'est simplement parce qu'ils en avaient besoin. Jusqu'en 1943, plusieurs dizaines de personnes ont ainsi été hébergées dans sa ferme, à une trentaine de mètres de la borne frontière, au lieu dit en bataillard, au point 3. Ceci en attendant de pouvoir gagner un lieu sûr, d'où ces personnes ne risquaient plus d'être renvoyées. Début décembre 1943, confondue pour avoir aidé 2 réfugiés, Yvonne Quint, alors âgée de 28 ans, a été condamnée à une amende. Comme elle a toujours refusé de payer, la peine a alors été convertie en 2 jours de prison. À partir de là, les autorités ne la lâchent plus d'une semelle. Quelques jours plus tard, elle est prise dans un véritable traquenard tendu par les militaires suisses déguisés en déserteurs allemands. Yvonne Quint a alors fait près de 3 semaines de prison préventive. La sentence prononcée à l'époque sera formellement annulée en 2016, presque 60 ans après les faits.
Que sifflotent donc ces douaniers au premier plan de cette image? L'air de la complicité, de l'ignorance feinte, de la désobéissance assumée? Au fond de l'image, Yvonne semble faire passer des réfugiés dans un verger près de sa ferme. Les douaniers regardent ailleurs. Comme il est rappelé par Philippe Turel dans son ouvrage « Boncourt, un dilemme suisse », il arrive que des réfugiés soient pris par des gardes-frontières suisses à quelques centaines de mètres de la fameuse ferme Sésame de Boncourt. C'est ce qui est arrivé à un petit groupe de 3 juifs néerlandais. L'un était instituteur et les 2 autres, un couple, un acteur de cinéma et sa femme comédienne. Pour eux, impossible d'éviter le refoulement au poste de douane de Déridé. Mais un des gardes-frontières, compréhensif, les a reconduits un peu plus loin, en leur indiquant un chemin plus sûr pour repasser la frontière. Rassuré, le groupe a marché en direction de la Suisse. Au terme de 17 heures d'errance dans la forêt, exténués, ils ont fini par approcher du village de Courtemèche, en Ajoie. Des bûcherons sont venus à leur rencontre, leur ont donné de quoi se restaurer avant de les héberger dans leur maison en rondins. Le lendemain, la petite troupe est parvenue à Delémont, puis à Berne, sans se faire intercepter. Ils étaient hors de danger. Il est parfois important de savoir détourner le regard. En 1939, lorsque la guerre est déclenchée, François Bourqueney utilise sa couverture de jardinier auprès d'Henri Burrus pour se livrer à une activité d'espionnage. Sa maison, située dans la propriété d'Henri Burrus, est à une vingtaine de pas de la frontière, dans un vrai no man's land. Incorporé dans le bataillon de volontaires, dont une section garde le poste de douane de la localité, remarqué par ses supérieurs, il est alors rattaché au bureau de renseignement de Porrentruy, pour le compte duquel il recueille une foule d'informations. Comme observer le mouvement des troupes allemandes. Ce type de renseignement militaire intéresse le service de renseignement de la brigade frontière 3, placé sous le commandement de l'officier Frédéric Féniou, dans le civil, directeur de l'école secondaire des jeunes filles de Porrentruy, située à 10 km de Boncourt. Résistants, agents alliés, contrebandiers lui fournissent quantité d'informations. À Boncourt, Bourqueney est l'homme de confiance de l'officier. Inscrit sur la liste noire de la Gestapo, sa tête mise à prix, François Bourqueney est dans de sales draps. Les Allemands lui ont tendu un piège et comptent bien mettre la main sur cet ennemi du Reich. Un enlèvement est mis sur pied. L'idée est de se saisir de Bourqueney chez lui, dans la maison du jardinier qui lui sert de résidence. Un petit escadron est mandaté pour cette mission. Arrivé près de la maison, les événements se précipitent. L'officier allemand qui commande l'escadron se jette sur Bourqueney. C'est le début d'une énorme bagarre. Non loin de là, son fils assiste à la scène et va la raconter plus tard à sa fille, la petite fille de François Bourqueney, Florence. Il était sur le pas de la porte qu'il a vu le soldat venir à sa rencontre et il a tout de suite vu que ça tournait mal et son papa lui a dit de rentrer. Il avait vu que c'était un officier allemand, il s'était battu avec, il a réussi à le tirer du côté suisse. Et une fois qu'il a été du côté suisse, il a sorti son pistolet. Le soldat allemand n'a plus osé bouger. Et il a vu à ce moment-là que dans la forêt, à 100 mètres sur France, il y avait d'autres soldats qui attendaient avec des chiens. Et lui, il a amené cet Allemand au poste frontière. Voilà comme il nous a raconté.
on aimait bien qu'il nous raconte la guerre, parce que ça nous impressionnait. Bourquenet reprendra sa vie de jardinier comme si de rien n'était. Jusqu'à son décès, en 1986, il ne parlera que de manière succincte, discrète, de ses activités clandestines, en refusant de révéler, même au sein de sa propre famille, le moindre nom. Arrêtons-nous sur ce mot central, le dilemme. Dit autrement, est-ce que je fais quelque chose pour sauver des vies, sachant qu'en le faisant, je deviens hors la loi? Ai-je envie d'être hors la loi? Aurais-je le courage d'être hors la loi? Si un réfugié, une famille de réfugiés, avec, appuyons là où ça peut faire mal, un bébé dans les bras, si ceux-là viennent un soir cogner à ma porte pour échapper à la guerre ou à la mort, est-ce que je leur ouvre alors que c'est interdit? Ou est-ce que je ne leur ouvre pas? Eux ont été confrontés à ce dilemme. À gauche, Albert et Odile Burrus, à Boncourt. À droite, la famille Viellard, en France, à Morvillard. Henri, le père, son épouse, Marie-Josée, c'est une Burrus. Alors, que fait-on quand il s'agit de choisir? Quand il s'agit d'agir? Quand l'atermoiement n'est plus de mise? Personne n'a la réponse à l'avance. Mais au moins, chacun peut y penser, voire s'y préparer. C'est une affaire de conscience. Sans doute parce qu'il n'a pas le choix, Stucky, le photographe, s'est placé derrière le barbelé afin d'immortaliser ce groupe d'enfants surveillés par ces hommes en armes. Comme une espèce de menace imprécise, deux des soldats ont le regard tourné vers l'objectif. La légende de la photo nous apprend que certains garçons, suspectés d'être indésirables parce que juifs ou alsaciens, ont été extraits sans ménagement du groupe par les Allemands. L'expression « sans ménagement » laisse entrevoir la brutalité de la scène. Dans son rapport, le comité jurassien de la Croix-Rouge écrit à propos du transport des enfants: dans certains villages où il était encore possible de trouver des chevaux, les enfants furent amenés en char, mais les routes sont toujours ou minées ou sous le feu des obus, et il arrive que malgré le drapeau blanc à Croix-Rouge qui précède la voiture, et malgré la couverture du cheval qui a la même insigne, les convois sont atteints. Et puis, plus loin dans le rapport, les enfants sous l'impression de la peur et l'angoisse se tiennent ensemble. Et lorsqu'on réussit à les distraire un moment, ils posent invariablement la même question. Y a-t-il aussi des avions ici? Est-ce qu'il tombe aussi des obus? Stucky, le photographe, s'est placé à un autre endroit. Un bon photographe ne cadre pas au hasard. Vous le voyez, les barbelés sont toujours visibles. Nous avons là un quatuor de femmes, un duo de chiens et un groupe d'hommes. Certains suisses, d'autres allemands. Tous en uniforme. La légende explicative nous révèle que nous avons là affaire à des soldats de la Wehrmacht, l'armée de terre allemande, des officiers suisses et des SS de la division Totenkopf, la division tête de mort, chargée par ailleurs de la gestion des camps de concentration et d'extermination. Que font donc ces derniers ici, à la frontière? Ils recherchent tout simplement des enfants juifs, les fameux indésirables, entre guillemets. Liebe Eidgenossen, die schweren Spannungen
die heute über den Völkern Europas lasten. Avec cette déclaration, Philippe Etter, président de la Confédération en 1939, annonce ceci. Par l'arrêté du Conseil fédéral du 26 septembre 1938, le gouvernement suisse décide d'interdire le passage de la frontière en dehors des routes carrossables. Le 5 septembre 1939 est décrétée l'introduction générale du visa. Puis le 17 octobre sont adoptées les bases de la procédure qui permet dès lors de refouler tout étranger entré illégalement en Suisse, déserteurs et réfugiés politiques exclus. Le 26 septembre 1942, la solution finale est en cours depuis le début de l'année. Le Conseil fédéral ajoute dans une nouvelle directive les cas dans lesquels le refoulement serait une mesure extrêmement dure. Petit a, les malades, les femmes enceintes, petit b, les plus de 65 ans, petit c, les enfants non accompagnés de moins de 16 ans. Là, sur la photo, nous sommes en 1944, à Boncourt. Regardez bien ce petit bonhomme-là, tout à droite. Quel âge peut-il avoir ? 5 ou 6 ans, il doit être né au même moment où le Conseil fédéral a édicté ces mesures, ces petits A, petits B, petits C. À quoi tient sa survie ? À une lettre de l'alphabet ? En ces temps difficiles, où bien des territoires ont été bombardés, l'un des rares postes de douane vraiment praticables est le poste de Déridé. Côté suisse, outre les soldats et les douaniers, il y a là le personnel de la Croix-Rouge. Assise derrière sa machine à écrire, Odette Burrus est spontanément proposée comme volontaire, tout comme sa sœur Marcelle. Elles sont là parmi tant d'autres. 1000 à 1400 bénévoles réguliers œuvrent dans toute la Suisse, notamment pour remettre en contact ceux que la guerre a séparés. Les travaux qui leur sont confiés sont très variés, établissement et classement de fiches, communication aux familles, tri des lettres, transcription de messages, travaux de traduction. Ce travail de fourmi aboutira à quelques 20 millions de fiches au sortir de la guerre. Odette et Marcel, là où elles se trouvent, participent à cette mission que la Suisse s'est fixée, faire du pays le refuge de l'enfance dévastée par la guerre. La dimension est évidemment morale. Elle est aussi symbolique pour un pays qui cherche à mettre en valeur sa neutralité. Le médecin suisse Hugo Oltramar, l'un des principaux initiateurs du secours aux enfants, n'a-t-il pas déclaré « La Suisse, terre de paix, oasis de sécurité, pays de soleil, de grand air et de montagne, est magnifiquement organisée pour devenir le lieu de refuge de toute l'enfance malheureuse d'Europe. Il s'agit d'engager la Suisse tout entière dans une œuvre de responsabilité européenne conforme à ses traditions. » Et les petites mains se sont mises au boulot. Ceci n'a rien d'original ni de particulier. Dans les temps difficiles, on compte toujours sur les petites mains et les bonnes âmes. Revoilà un de ces petits bonshommes placés en Suisse pour être à l'abri des bombardements, des avions qui font peur, de la guerre. Que nous montre-t-il ? Une étiquette. Il y a sans doute écrit dessus son nom, peut-être le nom du village ou de la ville d'où il vient, si toutefois il connaît ce nom. Il y a peut-être aussi le nom de ses frères, de ses sœurs, mais peut-être aussi est-il tout seul, loin de sa famille. Il n'a pas l'air triste, et pourtant il sort d'un moment pas très agréable, la visite sanitaire. Il faut savoir si oui ou non il est en bonne santé. Il a l'air, alors que la plupart étaient malades, souffraient de carences alimentaires. C'est un drôle de sentiment qu'auront toute leur vie ces enfants échappés de la guerre et réfugiés en Suisse. Ceux qui y ont vécu de beaux moments, il y en eut pour qui ce fut dur et pénible, contraint entre autres de travailler.
Mais les autres vont garder longtemps un sentiment un peu coupable. Coupable d'avoir été protégés, nourris, choyés, chocolatés. Une vie normale pendant que la guerre est ailleurs. Est-ce bien normal? Regardez bien, ils ont tous leur étiquette, avec écrit dessus leur pédigré. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ils viennent de la guerre. On ouvre le livre Boncourt, un dilemme suisse initié par la Fondation Novandi. On lit et on relit le titre du chapitre, c'est à ne pas croire. 13 500 enfants français réfugiés de guerre traversent la frontière à Boncourt. 13 500. Là, précisément là où nous sommes en train de regarder, à cet endroit-là. Sur la photo, combien y en a-t-il de visibles? Peut-être une quinzaine. Imaginez, 13 500. Pas en un jour, bien sûr, mais tout de même. 13 500 du 23 septembre au 8 novembre 1944. Ils sont tous couverts, manteau, écharpe, bonnet, donc ça caille. Ça caille, mais ça sauve. Poursuivons la lecture. Des enfants de moins de 13 ans, des très jeunes, on le voit sur la photo, des bébés dans leur landau, des mamans ont tenu à accompagner leur nouveau-né. Elles confient les petites valises aux infirmières et repartent en pleurant retrouver l'enfer de Belfort. L'enfer parce que Belfort est sous les bombardements. Et ce passage glaçant. Soudain, un SS extirpe l'un d'eux du groupe avec sa besace à la main. Son voyage s'arrête là, le temps d'une vérification complète de son identité à la commandanture. Un court instant de stupeur et d'indignation parmi les infirmières, vite étouffé, il ne faut pas mettre le dispositif en danger, d'autant que la presse des armées a fait le déplacement. Un caméraman allemand, plusieurs photographes suisses immortalisent les différentes scènes de l'arrivée des enfants en Suisse. L'enjeu est de taille dans cette guerre des images. Ce que nous regardons en ce moment, c'est tout à la fois un sauvetage et une propagande. Le remède et le poison, ensemble, comme inséparables. Les petits Français vont revenir chez eux. Enfin, s'ils peuvent. Pour certains, ils n'ont plus de maison. Pour d'autres, ils n'ont plus de foyer. Les bombardements ont eu raison du bâti et des gens qui y habitaient. C'est l'armée suisse qui est chargée de ce rapatriement en lien avec les CFF pour l'acheminement. 13 500 à raison de 250 enfants par jour. On espère boucler l'affaire en 6 semaines. Le premier convoi part le jeudi 1er février 1945 et pendant 2 mois, on va mobiliser les trains venant de partout en Suisse en ajustant les horaires d'arrivée. Un immense travail d'organisation et de synchronisation. Là, ils arrivent à Boncourt. La France n'est plus très loin, juste de l'autre côté. Au milieu des enfants ados et plus petits, il y a des adultes. Ce sont des volontaires de la Croix-Rouge française et les Samaritaines, et puis évidemment les familles boncourtoises qu'on retrouve une fois encore à pied d'œuvre. Les Jureau, les prêtres, les Burrus, personne ne compte son temps. Lisons l'ouvrage de Philippe Turel. L'appel d'une volontaire de la Croix-Rouge française fige les enfants dans un respectueux garde-à-vous à l'annonce de leur nom. Les listes reçoivent les coups de tampon du chef de la douane avant que la nombreuse troupe monte dans les autobus. Franchissant la frontière matérialisée au sol par de grands aplats avec la croix blanche sur fond rouge, les enfants se séparent de leur bienveillante accompagnatrice. Le moment est chargé d'émotions. Chacun sent bien que la parenthèse de ce séjour en Suisse se referme avec le claquement des portières.
Il y a des sourires, des mains qui s'agitent derrière les vitres, avant le vrai départ. Les gaz des pots d'échappement, tourbillons de poussière. Fin de la parenthèse suisse, pas vraiment. Beaucoup reviendront voir, revoir, quand ils seront plus grands ou encore plus vieux, au bout du chemin, une dernière fois, la tête et le cœur pleins. Encore une fois, étreindre, remercier et remercier encore. Charles, fils de Marguerite et Léon, petit-fils d'Albert et d'Odile Burrus. Charles va à l'école comme tous les enfants de Suisse. Charles a donc un cartable pour transporter ses affaires d'école, c'est-à-dire les cahiers, les livres, la trousse, ce qui fait déjà un certain poids. Et si en plus on rajoute quelques papiers, ça fait une charge supplémentaire. Mais ça peut sauver des vies? Le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Charles, après-guerre, une fois devenu adulte, va déclarer « Avec mon cartable, j'allais soi-disant rendre mes devoirs à l'institutrice de la queue au loup, qui me servait prétendument de répétitrice. En réalité, je m'arrêtais dans une ferme, je donnais les documents à l'agricultrice qui se chargeait de les transmettre à qui de droit. Autrement dit, dans la ferme située à la frontière, chez la famille Quin. Quelques papiers en plus dans le cartable pour sauver des vies. Ça donne un autre poids au cartable, non? Au cours de cette incroyable période, l'encre a beaucoup coulé. Des lettres, par centaines, probablement par milliers. Les parents français qui écrivent aux parents suisses, les parents suisses qui leur répondent, les enfants qui écrivent aux parents, les parents qui écrivent aux enfants, puis au milieu, les bénévoles qui recopient les courriers. Il faut laisser une trace, garder vivantes ces interrelations humaines, car l'histoire, c'est aussi ça, la trace de chacun de nous. La troisième a une chance incroyable. Elle est allée vivre dans un cirque, chez Knie. Et la quatrième est d'une formidable perspicacité. Je suis chez des gens très riches, aussitôt que nous avons quelque chose, hop, tout de suite chez le médecin ou chez le dentiste. Car toujours les riches ont peur de mourir trop tôt. Quelle observatrice, cette Simone. Et il y en a d'autres, il y a tous les styles. Le style tragique à la Jean-Pierre. Je vous écris cette lettre, mais je ne sais pas si vous la lirez parce que vous êtes peut-être tué. Le style chagrineux à la Janine. Ma chère maman, tu me dis que je suis mieux ici. Eh bien non, non et non, car, mon Dieu, la séparation, c'est quelque chose de vraiment dur. On a beau être bien, ce n'est pas à la maison. Et puis le style pragmatique à la Robert. On mange tous les dimanches de la crème au chocolat. Et à Noël, qu'est-ce qu'on va se mettre dans le lampion? Ici, les émetteurs nationaux suisses de Beromünster, Soton et Monteceneri. Vous allez entendre une déclaration du président de la Confédération suisse. Chers confédérés, les cloches ont annoncé que les hostilités avaient cessé en Europe. Les souffrances indicibles des peuples qui ont été entraînés dans la guerre approchent de leur fin. Nos premières pensées sont pour tous ceux qui, après des années d'asservissement et de misère, ont retrouvé la liberté. Madame, j'ai été particulièrement touché par la spontanéité des secours que votre comité a fait, avec tant de générosité, distribuer aux familles des régions récemment libérées. Les misères de ces populations durement éprouvées par la guerre ont été considérablement adoucies par vos dons et votre charité délicate. Soyez-en remerciés en mon nom personnel et au nom de ceux qui vous doivent tant. Veuillez agréer, je vous prie, madame,
l'expression de mes très respectueux hommages. Voici le contenu de la lettre envoyée à Madame Marguerite Burrus par le général Delattre de Tassigny qui, à la tête de ce que l'on nomme l'armée de la libération, s'est chargé de la libération des territoires de Belfort à la fin novembre 1944. La lettre est datée du 21 janvier 1945, 2 mois plus tard. Marguerite Burrus, présidente de la section de Boncourt de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants. En juin 1940, elle conduit une partie du 409e régiment français de DCA en déroute à travers la Porte de France sur le domaine de Guillet alors qu'ils regagnent la forêt de Saint-André. Elle les aide à s'installer à Boncourt en organisant un dîner pour le quartier général français du régiment. Tout au long de la guerre, elle apporte son aide aux sinistrés et aux internés civils, dont les enfants réfugiés de Belfort. Voici ce que Philippe Turel, l'auteur du livre Boncourt, un dilemme suisse, racontait à la journaliste Kathleen Brossy dans le journal La Joie au début de l'année 2023. J'ai réalisé des recherches sur Boncourt dans le cadre de mes ouvrages sur la saga des Burrus, mais également au cours de mon projet de création d'itinéraires de découverte du patrimoine de la commune. J'ai découvert, notamment chez certaines familles, des documents inédits. Je suis parti de la famille Jurot, qui possédait des archives pour la plupart inconnues qui n'avaient jamais été publiées. Ces documents relataient l'accueil d'une famille des Pays-Bas, notamment d'une jeune fille, Betty Duvin, une des protagonistes de mon ouvrage. Elle et une amie ont fui Amsterdam en 1942 et ont tenté d'arriver en Suisse en passant par le Jura, et sont arrivées à Boncourt. J'ai retrouvé sa photo et son nom dans ses archives familiales, mais également un élément extrêmement important, le fait qu'elle ait planté un arbre à Jérusalem pour remercier ses bienfaiteurs. La mise en œuvre de la solution finale par les nazis a débuté en 1942. Dès lors, les Juifs ont été confrontés à une situation intenable, à un choix vital, se cacher ou fuir dans les pays neutres. Beaucoup ont tenté de se réfugier en Suisse. Mais, pour leur plus grand malheur, le pays a adopté des mesures restrictives pour les réfugiés qui n'ont plus eu la possibilité d'entrer sur le territoire helvétique sans visa, alors qu'il était impossible de s'en procurer un. Les réfugiés juifs ont fait face au refoulement. Soit ils ont été directement remis aux Allemands, soit ils devaient repasser la frontière d'où ils étaient venus, souvent la nuit, avec des enfants. Les familles de Boncourt, face à ces refoulements, ont été saisies d'un dilemme. Certains n'ont pas hésité à faire parler leur conscience. Ces familles ont déployé une aide spontanée et fraternelle. Certaines, comme les Juraux, ont accueilli ces réfugiés de manière clandestine et sont ainsi devenus hors la loi. Ils ont risqué la prison. Les ordinateurs sont inutiles, ils ne savent que donner des réponses, disait Picasso. Ce livre, Boncourt, un dilemme suisse, portant sur la période 1942-1944, permet de poser des questions essentielles et intemporelles, éclairées par le récit d'initiatives privées remarquables dans leur contexte historique. Il célèbre notamment la mémoire de femmes aux actions inspirantes et courageuses. Par l'hommage rendu à 4 familles de Boncourt, qui se sont illustrées par leur courage et leur dévouement dans ce village frontière du canton du Jura durant la Seconde Guerre mondiale, la Fondation Novandi et son président Régis Burrus ont voulu mettre en avant les dilemmes auxquels certaines personnes ont dû faire face lors de l'arrivée de réfugiés. À nous tous de nous demander « Et moi, qu'aurais-je fait à leur place ? Quels enseignements j'en retire pour ma vie ? Pourrais-je, à mon tour, entreprendre des actions bénévoles et courageuses pour autrui ? » Avec la guerre en Ukraine et toutes celles pouvant à l'avenir se déclencher, ces questions restent plus que jamais d'actualité.